Namasté à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Méditatou. Il y a pas longtemps, j'ai participé à un stage sur la philosophie de la méditation tibétaine avec le Geshe Lama Samten. Bonjour. Et dans cette vidéo, vous allez vous rendre compte que la qualification de philosophie concernant le bouddhisme tibétain n'est pas du tout déméritée. Car en effet, elle présente une vision du monde très claire concernant les liens de causalité, la nature profonde des phénomènes, les causes de notre souffrance, etc. etc. Mais surtout, le bouddhisme nous encourage à ne pas croire sur parole ce qui nous est dit et à le vérifier via la pratique. Vous êtes encore là? Alors préparez-vous à recevoir les enseignements qui vous permettront certainement d'atteindre le calme mental authentique. Alors tout d'abord, vous allez me demander, c'est qui Lama Samten? Bonjour. Bonne question. Lama Samten est né au Tibet en 1965 et il y commença ses études à 15 ans où il fut ensuite ordonné moine. Il poursuivit ensuite ses études au monastère Ganden Gyaltse à Mundok, dans le sud de l'Inde. J'espère que je l'ai bien dit. Et il obtenu le titre de Geshe, ce qui signifie docteur en philosophie, en 2009. Et oui, comme vous pouvez le voir, les études du bouddhisme sont plutôt longues. Et à l'origine, le monastère où Lama étudiait a été fondé au XIVe siècle par le Lama Tsongkhapa. On va en reparler juste après. À l'origine, les enseignements du bouddhisme proviennent du Bouddha Shakyamuni, né il y a plus de 2500 ans, qui fut le premier être à connaître l'éveil et à montrer par la suite le chemin aux autres. Ses deux principaux élèves furent Maître Ya et Manjushri, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente, qui transmirent ce qu'ils savèrent à Asanga et Nagarjuna, qui eux-mêmes transmettèrent à Serlingpa et Rigpe Kuyuk. Pendant des siècles, ces deux lignées perdurèrent jusqu'à se rejoindre en la personne d'Atisha, qui transmit ses enseignements à Dromtonpa, et enfin vint le fameux Lama Tsongkhapa, fondateur du monastère où Lama a étudié et qui est à l'origine des enseignements que nous allons recevoir. Lama Samten s'installa pendant ses études au Québec en 1998 où il fonda le centre Paramita, qui est destiné à partager les enseignements du Bouddha Shakyamuni, à tous les êtres qui le désirent au-delà des frontières du Tibet. Mais bon, vous allez me dire, pourquoi je me mettrais à la méditation tibétaine? Eh bien ça tombe bien parce que j'ai posé la question à Lama. D'après vous, pourquoi se mettre à la méditation? Pourquoi la méditation? Méditation, ça veut dire ne chercher la paix intérieure, la vie plus trouver détente, le bonheur. Objectif de le bonheur. D'après vous, pourquoi les Occidentaux s'intéressent de plus en plus à la méditation? Oui, c'est vrai, vous avez des bonnes questions. Souvent, les gens demandent aujourd'hui depuis plus. Pourquoi? Parce que nous, Occidentaux, pour le moment, la vie, c'est belle. Conditions, c'est merveilleux. Nous sommes vraiment, ces conditions matérielles, c'est tout, nous sommes comme parfaits. Mais nous n'avons pas, aujourd'hui, c'est spirituel, on peut manquer, nous n'avons pas. Donc, quand arrive, problème, difficulté, émotion, intérieur arrive, donc matériel, c'est pas beaucoup aidé. Donc, Occidentaux, ils pensent, quelle solution? Donc, penser, méditation. Donc, aujourd'hui, plus de gens intéressés sur la méditation. Et maintenant qu'on a une raison de méditer, on va voir comment les bouddhistes recommandent de le faire. Les textes nous indiquent que toute personne souhaitant recevoir les enseignements du bouddhisme doit être prête à les recevoir. Mais pour ça, il faut qu'elle soit prête à les écouter. Et pour cela, il faut développer certaines qualités qui sont un esprit impartial, la sagesse, l'aspiration, l'effort joyeux, la détermination, l'application, l'attention, la vigilance et l'humilité. Ça fait beaucoup de qualités. Tout cela nous permettra d'avoir une motivation pure et altruiste, d'écouter attentivement et de retenir tout ce qui va nous être dit. Bouddha disait lui-même que cette pratique n'est pas censée être une obligation, mais qu'elle doit venir d'une volonté propre de l'individu qui aspire à se changer soi-même pour le bien des autres, en expérimentant ce qui lui a été indiqué sans le croire sur parole.
Tout comme on vérifie la qualité de l'or en le chauffant, le coupant et le frottant, acceptez mes paroles seulement après les avoir bien examinées et non simplement par respect pour moi. Y a-t-il des moyens de se préparer à faire la méditation? Oh, moyen préparation, c'est pas spécial préparation, ça dépend. C'est motivation. Si vous avez la motivation, oui, possibilité. Faire la méditation, ça dépend. C'est motivation. Préparation, ça veut dire avoir la bonne motivation. Et pour avoir la bonne motivation, il faut savoir quels sont les avantages au calme mental et à la vision supérieure, qui sont les deux principaux objectifs à atteindre avec la méditation. En fait, les enseignements du bouddhisme sont réunis en 3 enseignements supérieurs. Premièrement, l'entraînement supérieur à l'éthique, qui est la base de la philosophie, parce que sans éthique, il est impossible d'accéder aux 2 autres entraînements. Cet entraînement permet d'obtenir une parfaite discipline morale et comportementale, tout en se libérant des distractions externes, et en développant la tolérance, la dignité, la considération, le respect et l'amour. Ensuite vient l'entraînement supérieur à la concentration, qui permet d'obtenir un esprit stable et souple en toutes circonstances, et d'atteindre des états de conscience supérieurs ainsi que le fameux calme mental authentique. Et enfin, l'entraînement supérieur à la sagesse, qui, associé aux 2 entraînements précédents, permettra d'atteindre le bonheur ultime, celui qui découle de l'altruisme, ainsi que la vision supérieure. Donc maintenant, on sait quels sont les objectifs à atteindre pendant la méditation, donc on va venir à la séance de méditation proprement dite. Enfin pas vraiment, parce que d'abord il y a les préparatifs. Il faut d'abord nettoyer le lieu de méditation, en imaginant que vous vous nettoyez vous-même, que vous vous purifiez en quelque sorte. Ensuite, pour réussir à bien méditer, il faut avoir la souplesse de l'esprit. Mais celle-ci n'est pas possible si on n'a pas la souplesse du corps. Et dans le bouddhisme, la parfaite posture pour bien faire circuler les énergies en nous est décrite en 7 points. Je fais trop de gestes avec mes mains, mais il y a beaucoup trop de chiffres dans cette vidéo. Donc premièrement, il faut se tenir dans la position du lotus, avec l'arrière du corps légèrement surélevé, donc assis sur un coussin, c'est très bien. Si le lotus c'est trop compliqué à tenir pour vous, vous pouvez vous mettre en demi-lotus, ou même assis sur une chaise, mais l'idéal ça reste le lotus. Deuxièmement, les mains doivent être placées dans le mudra de l'équanimité, c'est-à-dire la main droite sur la main gauche, avec les pouces formant un tétraèdre comme ceci, que l'on doit placer un petit peu en dessous du nombril. Le dos doit être bien droit pour laisser les énergies circuler. La bouche et les dents fermées, la langue légèrement collée au palais. Ça c'est pour prévenir de l'assèchement de la bouche si vous respirez par la bouche et donc pas par le nez pendant la méditation, et même éventuellement de la salivation si vous vous mettez à méditer beaucoup trop profondément. Mais ça devrait pas arriver. La tête légèrement penchée en avant pour être ni trop agitée, ni trop dans la léthargie. Les épaules doivent être droites, ni trop tendues, ni trop relâchées, juste un petit peu surélevées. Et les yeux mi-clos pour être ni trop dans la torpeur si vous les gardez totalement fermés, ni trop dans l'agitation si vous les gardez trop ouverts. Mais comme le dit Lama, du tout obligation de mi-clos, du tout, ok? Chaque personne différente de qualité pour le comportement. Notre choix, mais notre objectif, c'est important. Placement de l'esprit, avoir la concentration intérieure. Quelle manière c'est meilleur? Chaque personne est différente et donc va adopter certains comportements dans la méditation qui lui sont propres pour que la personne soit plus confortable, donc soit les yeux un petit peu plus fermés, soit la tête un petit peu plus penchée, c'est comme vous voulez, du moment que vous réalisez quand même l'effort de concentration intérieure et que vous avez cette motivation pure et altruiste. Ensuite, pour atteindre le calme mental, il faut entraîner son esprit à réussir à rester focalisé en un point. Et pour cela, plusieurs techniques nous sont données. La première consiste à imaginer lorsque vous respirez que vous inspirez des flux lumineux et que vous expirez des flux ténébreux. La deuxième technique consiste à compter nos respirations. Il faut compter 1 pour une inspiration, 2 pour une expiration, et ainsi de suite, jusqu'à 21. Et même plus si vous avez besoin de plus pour réussir à être bien focalisé. Il y a aussi la technique de respiration en 9 temps, avec 3 temps pour la narine gauche, 3 temps pour la narine droite et 3 temps pour les deux. Et évidemment, vous pouvez répéter cette opération autant de fois qu'il le faudra pour réussir à bien focaliser votre esprit en un point. Mais les bouddhistes sont particulièrement attachés à la technique de visualisation. Il s'agit de se concentrer suffisamment en un point de l'esprit pour réussir à constituer une image intérieure.
Et cet objet, ça peut être une bougie, une pierre, une fleur, ce que vous voulez, mais il faut d'abord que vous ayez disposé le support de méditation devant vous pour avoir une image claire et voir qu'est-ce que vous avez à vous représenter à l'intérieur. Mais si on veut suivre la tradition du bouddhisme à la lettre, il faut placer une petite statue du Bouddha devant soi et réussir à se le représenter parfaitement. Ouais, mais du coup ça ressemble plus à de la religion qu'à de la philosophie là, non? Eh bien oui, mais non, pas vraiment. Certains yogis très réalisés chemin intérieur, méditation, donc plus les qualités de sagesse sont immenses. Oh. Donc symbolique, tous les complets, oreilles, Dieu, nez, souriant, posture, tous des symboles de qualité de paix. C'est symbole de sagesse. En fait, quand on a reçu les enseignements du bouddhisme, on sait très bien que le fait de se représenter Bouddha intérieurement, c'est pas une question de le vénérer ou quoi, c'est juste qu'il va permettre de nous rappeler les 112 qualités qu'il symbolise, et en se le représentant intérieurement, on sera totalement imprégné de ces 112 qualités. Et si on voulait faire ça parfaitement, il faudrait aussi réciter en boucle le mantra Om Mani Padme Hung, mais je reviendrai sur l'intérêt de ce mantra dans une autre vidéo. Bon alors maintenant qu'on est dans un endroit propre et sain, qu'on a une bonne posture et qu'on a réussi à bien centrer, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Parce qu'on sait très bien qu'on va sans cesse retourner dans nos pensées ou qu'on va se déconcentrer. Il y a bien un comportement à adopter pendant la méditation. Qu'est-ce que les bouddhistes y préconisent du coup? Que diriez-vous à ceux qui trouvent des difficultés lorsqu'ils méditent? Oui, quand nous difficultés intérieures, notre esprit, des fois nous trop émotionnel, parce que trop pensé, trop agité, donc nous tombons dans l'émotionnel ou inquiétude, angoisse. Comme ça, méditation, c'est solution difficulté intérieure. La philosophie bouddhiste nous dit que pendant la méditation, on va être confronté à 5 obstacles. Et qu'à ces 5 obstacles, on va pouvoir appliquer, grâce à la sagesse, différents antidotes. Et il n'existe pas d'obstacle auquel il n'y a aucun remède. Et à chaque problème, Oui. il y a une solution. Alors. Oui, nous dit dans la philosophie bouddhiste tibétaine, centaines de problèmes, émotions, chaque problème, chacun il a trouvé solution. Comme ça, nous dit, il n'y a pas de problème existe sans solution. Tous les problèmes, nous allons trouver, il y a solution. Donc, nous allons la vie toujours garder la paix intérieure, contentement. Problème, pas de problème. Il y a solution. Ok. Ok? Donc les voici. Le premier obstacle, c'est la paresse. Et la paresse, c'est quelque chose qu'on connaît tous, parce que ça peut être de la procrastination, de l'obstination dans des tâches qui sont sans intérêt, ou même du découragement. Et vous imaginez bien que si on a la flemme, se mettre à la méditation, ça va pas être évident, voire même pas du tout. Donc pour lutter contre cette paresse, on dispose de 4 antidotes à appliquer dans l'ordre qui suit. En premier, c'est la foi confiante, qui peut se résumer en « je suis convaincu que la méditation peut m'apporter le bonheur », peut donc aussi apporter le bonheur aux autres, et donc en sachant cela, je vais méditer. En ayant la foi et en observant le bonheur qui découle de la réalisation d'actes vertueux, l'enthousiasme naîtra et se développera, et il faudra se servir de l'aspiration qui découle de cet enthousiasme pour méditer. Et cette aspiration fera naître en nous naturellement l'effort joyeux. Et l'effort joyeux, ça paraît évident, c'est on est content de se mettre à la tâche. Et à force d'appliquer ces 3 antidotes, la souplesse de l'esprit se manifestera. Et grâce à elle, dès que notre esprit vagabondera, ce sera facile de le recentrer et de le ramener dans son point de focalisation. Tu te répètes pas un petit peu là? J'ai l'impression que tous les mots que tu utilises, ils signifient tous à peu près la même chose, qu'on tourne un petit peu en rond là. Et t'as raison, parce que le bouddhisme, c'est plein de subtilités. C'est pas pour rien que les moines, ils l'étudient pendant 20 ans de vie monastique. D'ailleurs, moi-même, j'ai pas fait ça, et j'ai simplement suivi 5 jours de formation avec Lama, ainsi que quelques bouquins que j'ai lus. Mais donc du coup, à la fin de cet épisode, t'attends pas à tout savoir sur la philosophie bouddhiste tibétaine. J'essaye simplement, ici, de te transmettre les bases. Dans le bouddhisme, une image est souvent donnée pour qu'on se fasse une idée de l'importance de pratiquer avec la foi, l'effort joyeux et l'aspiration. C'est celle-ci. Imaginez,
vous habitez dans une maison depuis une vingtaine d'années. Et tout d'un coup, un mec se présente et vous dit « Oh, tu sais mon ami, sous ta maison, il y a un trésor magnifique. » Bah directement, vous n'allez pas le croire, ça fait 20 ans que vous habitez ici, vous savez mieux que lui ce qu'il y a sur votre terrain. Donc vous n'allez pas pratiquer, vous n'allez pas aller creuser pour aller chercher le trésor. Par contre, si le mec il revient, il apporte des instruments et il vous montre par A plus B que effectivement il y a bien un trésor sous votre maison, alors là, même si vous n'avez pas encore le trésor, vous allez pratiquer avec un effort joyeux. Vous allez creuser en sachant « Oula, oui, il y a le trésor sous ma maison !» Et vous allez le faire avec la foi, parce que vous aviez les preuves que le trésor est sous la maison, et avec l'aspiration d'avoir de l'argent. Et bien pour le bouddhisme qui nous montre le chemin de l'éveil, c'est à peu près pareil. Le deuxième obstacle, c'est l'oubli des instructions. Et son antidote, c'est l'attention. Et ça paraît logique, parce que si vous oubliez un moment pourquoi vous méditez, quels sont les principes même de l'éthique, quels sont les obstacles et les antidotes, comment pourriez-vous atteindre le calme mental? C'est pas possible. L'attention permet de garder son esprit focalisé en un objet choisi. Mais surtout, l'attention, en fixant notre esprit, nous évite de nous disperser. Et une des solutions pour développer l'attention, la voici. On pourra par semaine 2 heures, une séance, 2-3 heures, on pourra par semaine, on pourra par mois, ou chaque jour 5 minutes. Quel c'est meilleur? Chaque jour 5 minutes de méditation, c'est meilleur. Parce que chaque jour, j'appelle pour intégrer, c'est meilleur. Essayez souvent. Le matin 5 minutes, après-midi c'est le temps 5 minutes, soir 5 minutes aussi. Comme les enfants, maman toujours répète. On joue devenir habitude. Le troisième obstacle qui pourra survenir pendant la séance de méditation, enfin je devrais plutôt dire les obstacles, c'est l'agitation et le relâchement. Paresse, avant la méditation arrivée est plus. Mais ici, troisième, pendant la méditation. Et c'est vrai que c'est un problème auquel tous ceux qui ont déjà essayé de méditer ont été confrontés. Lorsqu'on essaie de se concentrer, quel que soit l'objet de concentration choisi, on va forcément partir soit dans des agitations mentales qui peuvent être de tout type, soit dans du relâchement ou même de la somnolence. Et là, on s'attaque à un gros morceau de la philosophie bouddhiste. Parce qu'en effet, elle différencie tout un panel d'agitations ainsi que plein de types de relâchements différents, et à chacun, on va devoir appliquer des qualités lorsqu'on y sera confronté. Donc je ne peux pas tout vous résumer ici, parce que tout ça c'est décrit dans le Lamrim, qui est un bouquin vraiment typique du bouddhisme qui est énorme, mais je vais essayer de vous résumer ça comme ça. À tous les différents types de relâchement, d'agitation qui pourront apparaître pendant la méditation, il va falloir appliquer la vigilance. Relâchement, il est antidote. Vigilance. Donc, agitation, il est antidote. Et la vigilance est représentée comme un éclaireur qui surveillerait dans l'esprit l'apparition ou non de la vigilance et du relâchement. Dans le livre L'entrée dans la conduite des Bodhisattvas, il est dit « Maintenir la vigilance se résume à examiner régulièrement, par intervalle, la condition de son corps et de son esprit. » Et c'est tellement clair que je vais en profiter pour pas m'attarder là-dessus et passer directement aux 2 derniers obstacles. Le 4e obstacle, c'est la non-application des antidotes, et son antidote est la juste application des antidotes. Le 5e obstacle est l'application excessive des antidotes, et son antidote est l'équanimité de la non-application des antidotes. Ça vous paraît évident? Eh ben détrompez-vous. Jusqu'à présent, je vous ai parlé que d'une toute petite partie des subtilités du bouddhisme. Mais déjà, avec ça, est-ce que vous seriez capable de me répéter, en ayant entendu ça seulement une fois, ce que j'ai dit? Et non, je pense pas. C'est parce que, pour réussir à intégrer les enseignements du bouddhisme, il faut répéter, et encore répéter, et encore répéter. C'est pour ça qu'il faut méditer chaque jour, en se souvenant avec attention des instructions. Du coup, pour expliquer ces 2 derniers antidotes, on va prendre un exemple concret. Vous êtes en méditation et vous venez de réussir à centrer votre esprit en un point grâce à une technique de respiration. Mais tout d'un coup, une pensée surgit. Et cette pensée, qu'elle soit liée à un sentiment égotique, à un désir ou à une préoccupation de notre vie future ou passée, dans tous les cas, ça reste un obstacle. De l'agitation, en l'occurrence. Donc ici, si vous n'appliquez pas directement l'antidote approprié à votre obstacle, ou même pire, si vous utilisez le mauvais antidote, ça va constituer un nouvel obstacle. Et donc, quand vous utilisez l'outil approprié, ici donc dans notre exemple, ce sera la vigilance contre l'agitation. Si vous appliquez la vigilance
avec trop de fermeté, et que vous vous attachez, que vous tombez dans le désir-attachement pour atteindre le calme mental, bah boum, tombez dans le piège, le désir-attachement est un autre obstacle. Donc on a utilisé d'une façon excessive un antidote qui nous a fait tomber sur un autre type d'agitation. Il va donc falloir ici utiliser encore un nouvel antidote. Et si on continue, bah ça va plus en finir. Il faut donc bien savoir doser l'application des antidotes, mais ça c'est quelque chose qui viendra avec l'expérience évidemment. Et concernant le dernier outil, l'équanimité de la non-application, il est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Une fois qu'on arrivera à le maîtriser après de longues années de pratique, il permettra de nous maintenir dans un équilibre méditatif où on ne tombera ni dans la torpeur, ni dans l'agitation. Et il nous permettra du coup d'atteindre enfin le calme mental authentique. Waouh, c'est compliqué comme philosophie, hein. Et ça en fait des choses à retenir. Alors, je t'accorde que ça fait beaucoup de choses à retenir. Du coup, pour conclure et résumer cette vidéo, je vais te présenter l'une des œuvres les plus connues dans le bouddhisme tibétain, le chemin des 9 étapes de la réalisation du calme mental. La première étape est celle du placement de l'esprit. Le petit moine qui commence à méditer va partir avec 2 outils très importants, celui de la vigilance et celui de la mémoire des instructions qu'il a reçues. Et grâce à la force de l'écoute, il va pouvoir les utiliser et commencer à suivre son esprit, qui est encore très léthargique car pas très entraîné, et la léthargie est représentée par la noirceur de l'éléphant. Cet éléphant, donc votre esprit, n'arrête pas de suivre la distraction représentée par le petit singe. La deuxième étape est le placement continu. À force de méditer et de méditer, le petit moine commence à se rapprocher peu à peu de son éléphant, a un meilleur œil sur lui, et l'éléphant commence donc à se blanchir un petit peu. Et cette blancheur sur l'éléphant représente la stabilité de l'esprit due au placement continu du petit moine. Vous voyez aussi que le singe lui aussi se met un peu à blanchir. L'agitation perd donc de son pouvoir. Dans la troisième étape, le replacement, grâce à la force de la mémoire, le petit moine va pouvoir utiliser donc cet outil de la mémoire pour accrocher l'attention de l'éléphant, qui va devenir de moins en moins distrait par l'agitation. Et apparaîtra donc la léthargie subtile, qui est, si vous voulez, un état de somnolence un peu plus discret. Ensuite, grâce aux répétitions de la méditation, le placement soutenu apparaîtra, et grâce à la force de la vigilance, l'agitation perdra de son pouvoir. La vigilance est donc ce petit outil qu'utilise le moine, qui se place maintenant devant l'éléphant en utilisant la vigilance pour garder son attention. Dans l'étape d'après, le moine n'a même plus besoin d'utiliser l'outil de la mémoire, l'éléphant le suit de lui-même et l'agitation a encore plus perdu de son pouvoir. Dans l'étape suivante, la pacification complète, le petit singe de l'agitation s'incline devant le moine et le moine peut donc ensuite continuer son chemin avec une focalisation complète, sans agitation pour venir le perturber. La dernière étape est donc l'absorption méditative avant l'atteinte du calme mental et de la vision supérieure. Pour terminer, j'aimerais remercier Lama Samten pour les enseignements qu'il nous a délivrés pendant ces 5 jours passionnants, ainsi que Natacha qui nous a servi d'interprète tout au long du stage. Merci aussi à Cécile qui tient les gîtes Loustaou du Luberon, dans lesquels nous avons séjourné et qui fut un endroit magnifique et relaxant, donc parfait pour suivre cette formation. Mais surtout, merci à vous d'être encore présents et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Namasté les amis, et méditatou. Et dernière petite question, Oui. avez-vous un message à passer à ceux qui regardent cette vidéo? Oh, tout le monde, je dis bonjour. Ceux qui aimeraient cette méditation, donc nous allons essayer. Chacun soi-même essayer. Souvent nous dit notre meilleur guide est nous-mêmes, notre mauvais guide est nous-mêmes. Ça dépend soi-même courageux. C'est mon message. Soi-même courageux. Soyons courageux. Ouais, Écoutons le message de Lama Samten. ça me fait plaisir. Merci beaucoup Lama. Merci beaucoup. Merci.